Bienvenue pour ce nouveau numéro de History. Aujourd'hui nous allons aborder la théorie de la relativité d'Einstein. Dans un générique. Alors pour cette vidéo, elle va se passer en deux temps. D'abord, on va vous parler de la relativité restreinte d'Albert Einstein et ensuite de la relativité générale, également d'Albert Einstein. C'est pas faux. Ouais. Pas faux. Donc tout d'abord, la théorie de la relativité restreinte. Einstein est considéré évidemment comme le père de la relativité restreinte, de la relativité tout court d'ailleurs, mais il y a un homme aussi très important à qui on attribue parfois aussi la paternité de la relativité, c'est Poincaré. Un homme très important, Oui. qui plus est français, donc on va pas cracher dessus. Il a démontré que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions et que rien, ni personne d'ailleurs, ne peut aller plus vite qu'elle. Absolument rien. Et oui, c'est très clair. C'est tout Un simplement. kimono? Sérieusement? On est où là? Écoutez, on n'a pas tous les moyens de s'acheter une chemise de scientifique, monsieur. Écoutez, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Une cuillère en quoi? Oh, non mais, un casque? Ah ça? Bah je suis né en vélo. On n'a pas tous les moyens de s'acheter une voiture, monsieur. Écoutez, on va se mettre d'accord. Oui. L'histoire de la relativité version Einstein, elle débute en 1905. C'est quand Einstein il publie une série de 4 articles. Toutes révolutionnaires, enfin plus révolutionnaires les unes que les autres, on peut le dire. Un de ces articles s'intitule « De l'électrodynamique des corps en mouvement ». Et donc c'est cet article qui porte la base de la théorie de la relativité restreinte. Nous sommes ici pour vous expliquer ce que les autres glandus ne sont pas foutus de vous faire comprendre. Nous allons vous expliquer par A plus B le fonctionnement de ces diverses théories, Via un tableau de type blanc. qui n'est pas interactif. Donc il faut expliquer qu'à l'époque, il y a une idée qui persiste, c'est l'éther, la notion d'éther en fait. Alors qu'est-ce que l'éther? Je vais me dire. Mais je vous le demande. C'est tout simplement comme un milieu qui serait donné à la place du vide qu'il y a dans l'espace. Parce que ça expliquerait notamment comment les ondes électromagnétiques, les ondes de la lumière se propagent. Parce qu'on sait qu'elles se propagent dans un milieu donné, tel que l'air, hein, évidemment, ou l'eau, mais elles normalement ne se propagent pas dans le vide. Donc les physiciens et astronomes de l'époque vont inventer cette notion d'éther qui va résoudre pas mal de problèmes, mais qui va en créer pas mal d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, en résumé, on peut croire que l'espace c'est vide, c'est du rien, à part les planètes, etc., les étoiles et tout, mais sinon c'est rien. Mais en fait, il y aurait un milieu qu'on ne verrait pas, invisible, qui serait l'éther, et donc où la lumière se propagerait. Einstein donc, va mettre tout d'abord cette notion d'éther en échec. Pour lui, il se dit, on abandonne ça. C'était pas une bonne idée de la mettre en place, tout ça, on abandonne. Et de plus, c'est une idée totalement arbitraire créée par l'homme, mais on n'en a aucune preuve. Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'Einstein va dire l'éther, on oublie. En abandonnant cette notion d'éther, il va, comme on l'a dit juste avant, il va devoir démontrer qu'une onde électromagnétique se propage dans le vide. Et donc du coup, tout ça induit l'invention d'une nouvelle théorie, Oui. voilà, sur l'espace et le temps. Qui est totalement révolutionnaire pour l'époque. Après avoir écarté cette notion d'éther, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous le demande, monsieur. Je vous le demande. Vous me demandez, mais c'est avec joie que je vais vous répondre. En fait, il démontre que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le référentiel dans lequel on la considère, et quel que soit le milieu, la vitesse de la lumière est totalement constante. Ce qui n'était pas établi à l'époque, hein, Voilà, parce à que l'époque. pour
pour toute la communauté scientifique, évidemment, la vitesse était infinie. Infinie. Comme vous l'avez deviné, ceci est une voiture. Au-dessus de cette voiture, nous avons un homme muni d'un laser. Il pointe le laser droit vers lui. Là, on dit que la voiture roule à 50 km/h. Sur le bord de la route, un autre homme, au même endroit que le premier, pointe également un laser vers l'horizon. L'homme est immobile. Les deux lasers iront à la même vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de la voiture ne s'additionne pas à la vitesse du laser du premier homme. Donc, le laser de l'homme sur la voiture va à la même vitesse que le laser de l'homme immobile. Pour passer d'une vitesse dans un référentiel à une vitesse dans un autre référentiel, on utilise les transformations de Lorentz et non plus justement l'addition des vitesses qui étaient admises à cette époque. Ces référentiels ne se trouvent donc plus dans un espace à 3 dimensions. Oui, un espace commun, comme on l'admet tous les jours, un espace à 3 dimensions. Mais dans un espace à 4 dimensions, c'est-à-dire qu'en plus des 3 dimensions classiques, entre guillemets, on rajoute une dimension pour le temps. Et c'est un espace, donc l'espace-temps, qui est introduit par Minkowski. Avec cette notion d'espace-temps, Einstein va démontrer que l'espace et le temps sont dynamiquement liés et qu'ils ne sont plus absolus, comme on l'avait dans les mécaniques newtoniennes en fait. Donc cet espace et ce temps peuvent se contracter et se dilater. Tout à fait, mais très bien dit. Cette théorie de la relativité restreinte, Einstein a développé à partir de 2 bases. C'est déjà que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les référentiels. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont identiques pour chaque Pour un référentiel. référentiel immobile ou en mouvement. Ouais, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun référentiel absolu, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Et donc la deuxième base de cette théorie, c'est que la vitesse de la lumière, c'est là que c'est intéressant, elle est constante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas infinie, mais elle ne varie pas, elle est constante. Environ 300 000 km par seconde. Dans l'air et dans le vide, il y a une petite différence, mais pas vraiment fondamentale. Il paraît même que ça vient de Constantinople. Constante. N-U-L nul. Pour développer cette théorie sur la relativité, Einstein il s'est servi de plusieurs travaux déjà existants, notamment ceux de Maxwell, qui portaient sur le fait que la lumière soit une onde électromagnétique et qu'elle se déplace donc du coup à une vitesse donnée et non plus infinie. Des travaux sur le thème de Michelson, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, oui, voilà, et Morley. Non, je pense que c'est très bien. Très bien. Je pense. Eh bien j'aime, dans ce cas j'aime. Il s'est aussi inspiré des travaux de Lorentz qui lui travaillait sur la contraction des longueurs. Mais c'est très intéressant parce que ces travaux disent qu'en fait, un corps en mouvement paraît plus court pour un observateur immobile que si ce corps était immobile. On vous fera des On fera des 5 qui va mais résoudre tout problème de compréhension. Oui. Stop! Dans cette vidéo, les deux glandus n'expliquent même pas ce que c'est que la contraction des longueurs. Nous allons vous l'expliquer. D'après Wikipédia, la contraction des longueurs désigne la loi suivante, laquelle la mesure de la longueur d'un objet en mouvement est diminuée par rapport à la mesure faite dans le référentiel où l'objet est immobile, du fait notamment de la relativité de la simultanéité d'un référentiel à l'autre. Toutefois, seule la mesure de la longueur parallèle à la vitesse est contractée. Les mesures perpendiculaires à la vitesse ne changent pas d'un référentiel à l'autre. C'est une notion vraiment complexe à appréhender si on n'a pas des bases en physique et autres mathématiques. Et tu fais bien de le dire parce qu'en plus, le bougre, il n'a pas terminé. C'est que, finalement. en plus de ça, le temps ressenti par l'objet en mouvement
différent de celui ressenti par l'observateur qui est lui immobile par rapport à l'objet. Donc ça veut dire tout simplement que pour donc quelqu'un qui se déplace à une vitesse donnée, le temps pour lui va passer moins vite, donc cela va varier selon la vitesse à laquelle il va, que quelqu'un qui est tout à fait immobile. Mais c'est d'une limpidité Oh mais je préfère comme de l'eau de roche. Avec tout ça, on a une théorie qui repose sur 3 piliers essentiels. 3. 3. C'est très bon. Le premier pilier, c'est que l'éther, c'est donc une option arbitraire créée par l'homme et il n'y a plus lieu de la considérer, on l'oublie totalement. Exactement. La deuxième, c'est que la vitesse de la lumière, elle est constante, Comme quel moi. que soit notre référentiel. Et enfin, donc, le troisième pilier, c'est que la théorie de la relativité, il est en concordance avec les lois de la physique. Et ça, c'est important, car ça permet vraiment de vérifier beaucoup de choses. Dans cette théorie, Einstein va donner naissance à de nouvelles formules permettant d'anticiper certains phénomènes, comme par exemple le paradoxe des jumeaux. Baise-moi les pieds. Donc, C'est- oui, je suis sûr. Puis même de façon générale, relativité générale. Vas-y. Et donc maintenant, vous attendez encore des explications sur la relativité restreinte, mais non. Car maintenant, Que nenni. passons à la relativité générale. Parce qu'en gros, on a dit ce qu'il fallait comprendre, ce qu'il fallait savoir sur la relativité restreinte. Mais comme on l'a dit en introduction, il y a 2 versions de la relativité qu'Einstein a créée. Et donc là, la restreinte c'est la première, et donc là on passe à la générale, qu'Einstein a mis 8 ans à faire, et donc il a publié en 1915. Ouais. Beaucoup de travail dessus. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je pense qu'il a pas mal bossé pour la restreinte, mais alors pour la générale... Beaucoup plus que nous. Ah oui, voilà. Ça, c'est pas faux. Il a été aidé notamment à l'époque par un mathématicien assez connu qui est Marcel Rossmann, qui l'a aidé à appréhender la notion mathématique de la relativité générale. En fait, la théorie de la relativité générale, c'est la même que la restreinte, mais, et c'est là que ça se complique, Très important, en ajoutant le facteur de la gravitation évidemment. aux formules. En fait. Et donc là, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe, mais au résultat tout aussi inattendu. La légende veut qu'Einstein un jour ait vu un homme sur un toit en train de travailler, sûrement un couvreur ou autre charpentier, et qu'il l'ait imaginé en train de tomber. Pas très sympa, mais en tout cas il l'a imaginé en train de tomber. Et il s'est dit que pendant la chute de cet homme, il était en état d'apesanteur, donc il ne ressentait pas de gravité en fait. Totale apesanteur. Et il s'est dit, si cet homme, ce même homme, était enfermé dans une boîte totalement hermétique, où on ne pouvait rien voir, rien entendre, est-ce qu'il saurait qu'il était en mouvement, donc en chute libre? Et là est la question. Donc Einstein en déduit tout simplement que la gravitation est totalement illusoire en fait. Et donc il va démontrer que la gravitation n'est plus une force, mais une courbure de l'espace-temps. Et c'est là que c'est très fort parce que à l'époque, ça surprend tout le monde, parce que la gravitation était considérée vraiment comme quelque chose de Comme une force, d'admis, voilà. une force tout simplement admise par les lois de Newton. En suivant la théorie d'Einstein, ça veut dire que si la Terre tourne autour du Soleil, c'est pas parce que à cause de la gravitation du Soleil, mais c'est à cause de la masse du Soleil qui du coup est tellement grande Une courbe, qu'elle courbe l'espace-temps, c'est-à-dire voilà, qu'elle déforme l'espace-temps, qu'elle le courbe. Et donc la Terre, en fait, elle suivrait juste la courbure de l'espace-temps, donc créée par la masse du Soleil. Elle tourne pas en rond, en ellipse évidemment, mais du coup c'est à cause, grâce, je sais pas, de la déformation de l'espace autour du Soleil. Du coup, en termes scientifiques, entre guillemets, la Terre suit une trajectoire géodésique. Un terme un peu farfelu, un peu barbare, comme le disent les gens barbares.
voir. Pour mieux comprendre, nous allons illustrer les propos de ces deux glandules. Dans cette situation, cette balle de football représentera le Soleil, cette bâche représentera l'univers, Et cette balle de type cochonnet représentera la planète Terre. notre belle planète bleue. Enfin, verte. Comme vous pouvez le voir, le Soleil déforme l'univers autour de lui. Et la Terre va suivre la courbure de l'espace que provoque le Soleil. Eh oui, tout à fait, Jamy. La gravité, donc, elle agit sur l'espace, comme on vient de le dire, mais elle va aussi agir sur le temps, parce qu'on a dit que l'espace et le temps étaient intimement liés. Cela implique que, à côté d'objets supermassifs, hypermassifs, comme par exemple les trous noirs, le temps va passer moins vite. C'est un peu bizarre comme ça de dire ça, mais en effet, si quelqu'un se trouve près d'un trou noir, tout près d'un trou noir, et une autre personne beaucoup plus loin, le temps pour lui... Ce qui est hautement probable. Oui, c'est vrai, c'est pas bon. Le temps pour lui va passer beaucoup moins vite que quelqu'un qui est beaucoup plus loin du trou noir. C'est-à-dire que si ces deux hommes devaient se rencontrer, l'un serait plus vieux que l'autre. Assez bizarre à aborder quand même. De même, cela veut simplement dire, si on prend un exemple assez simple, c'est que notre tête, qui est plus éloignée du centre de la Terre, où il y a donc plus de gravité, Par rapport à un appli. va vieillir plus vite que nos pieds. Bon, ça se compte en centièmes de milliardièmes de secondes par jour. C'est vraiment infiniment petit, minime, mais en tout cas, la différence est là. À la différence de la relativité donc, restreinte, la relativité générale n'est plus restreinte du coup, au référentiel inertiel, c'est-à-dire aux référentiels qui sont immobiles ou qui se déplacent à une vitesse constante de façon uniforme. La lumière elle-même peut être déviée par un objet massif, car elle est composée donc, de photons qui n'ont pas de masse, mais qui ont une énergie. Et en physique, ça veut dire qu'ils ont une certaine masse quand même. Ça donne plutôt l'illusion d'avoir une masse. Voilà, l'illusion d'avoir une masse, c'est tout simplement expliqué par l'équation la plus célèbre de toute l'histoire, qui est E égale mc2, qui est l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Vitesse de la lumière, qu'on nomme aussi célérité. Exactement. Ces photons, ils peuvent être affectés par la gravitation au même titre qu'un objet ayant une masse. Voilà, je sais pas, par exemple une boule va être affectée par la gravitation, et un photon, puisque l'énergie est liée à la masse, et elle va être aussi affectée par la gravitation. Exactement. Et ceci, Einstein l'a prédit sans véritable preuve. Mais il a dit, à la prochaine éclipse totale solaire, il va se produire un phénomène qui sera que certaines étoiles, juste autour donc, de la Lune, vont se trouver là alors qu'elles ne devraient pas s'y trouver. Ce qui prouverait ainsi que donc les photons sont eux-mêmes déviés par la gravitation. Et ceci va être vérifié en 1919. Mais ce n'est pas le seul phénomène à être prédit par Einstein et qui va être vérifié par la suite. En effet, la théorie de la relativité générale a de nombreuses conséquences, celles dont je viens de parler, mais aussi par exemple l'existence des trous noirs qui est une conséquence directe, les ondes gravitationnelles également, leur existence, l'existence des étoiles à neutrons, l'expansion de l'univers, point très important en physique. Oui, alors petite anecdote là-dessus, quand même, faut le dire au passage, Einstein s'est rangé à l'époque sur l'avis général qui était que l'univers était totalement statique. Et en fin de compte, on va découvrir plus tard, notamment avec Hubble, que l'univers était en expansion. Et il va dire que c'est la plus grosse erreur de sa vie. Que de s'être rangé à cet avis parce qu'il l'avait prédit. Et puis, Voilà. au final, Il l'avait prédit au départ. Et surtout, un objet qui est aujourd'hui utilisé, Indispensable même, parfois. indispensable, Oui. utilisé énormément couramment par la plupart des conducteurs, c'est
évidemment le GPS. C'est une conséquence directe et en plus utile au quotidien de la théorie de la relativité générale. Donc on peut un peu développer sur les GPS, c'est que les satellites ont à leur bord une horloge atomique synchronisée avec l'horloge qui est présente dans nos GPS, tout simplement pour nous repérer. Cependant, on a dit donc, que la vitesse dilatait le temps aussi, ce qui fait qu'avec leur vitesse, la différence entre les deux horloges, eh ben, elle va s'accroître et de façon exponentielle. C'est-à-dire que le temps va passer beaucoup moins vite, en tout cas dans celles qui sont placées dans les satellites. Ce qui fait qu'il y aurait une désynchronisation de quelques mètres, voire de quelques kilomètres au sol pour les conducteurs. Donc la théorie de la relativité générale va tout simplement aider à corriger ce petit laps de temps qu'apporte la vitesse. Donc, ce qu'on peut retenir de ces deux théories, donc restreinte et générale, c'est que ça a eu un impact énorme sur la physique en général, sur le monde actuel, et ça a d'ailleurs encore un impact. Du coup, c'est non seulement une théorie liée à la physique, mais c'est aussi une théorie utile qui permet de faire plein de choses, comme vient de le dire le GPS, mais qui permet aussi du coup de pratiquer l'astronomie avec une très grande précision. Et fait amusant, Einstein a eu un prix Nobel, mais pas pour ça. Pas du tout. Non, alors qu'il le méritait largement, on peut le dire. Ah, oui. Ça c'est. Tout à fait. Et en tout cas, on peut dire merci Einstein Ah, oui. pour avoir apporté ça, même s'il n'y a pas que lui. On retient lui, mais c'est vraiment. Enfin, C'est lui qui a rassemblé tous les éléments en fait. Oui, voilà, il a rassemblé tous les éléments pour en faire une théorie qui a changé évidemment beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé notre vidéo, vous pouvez vous abonner. On espère qu'il vous aura plu. Oui, donc vous pouvez aimer si elle vous a plu, on vous encourage en tout cas, et la partager sur divers réseaux sociaux, comme il y en a une multitude évidemment. De nos jours, avec internet. En attendant un prochain épisode qui arrive normalement très bientôt. Incessamment sous peu en tout cas. Ah, c'est ça. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Et prenez soin de vous, soyez curieux. Et sortez couverts. Voilà, c'est le plus important. Ouais. Si c'est mal. Sortez couverts? Hein? Ça n'a aucun rapport. Absolument. Je sais pas où ils ont embauché ces deux gars-là, mais ils commencent à me sortir par les trous de nez.